Jean-Luc Mélenchon. Bienvenue dans C'est l'Hebdo. On va revivre avec vous cette semaine politique qui a encore une fois été très dense. On va parler de l'état de la gauche dans un instant, d'Emmanuel Macron qui a ciblé votre programme cette semaine, de l'antisémitisme qui surgit dans cette campagne. Mais d'abord, parlons de votre programme économique. Le pouvoir d'achat, on le sait, est la première préoccupation des Français. Vous avez chiffré votre programme ce vendredi. Les partis passaient leur grand oral la veille devant les représentants du MEDEF et d'une dizaine d'organisations patronales. Vous y étiez, Victor de Quiver. Qui a le plus inquiété, qui a le plus rassuré? C'est toute la question, Aurélie, avec Sarah Dubois. Vous allez être surpris, Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes allés à la rencontre des patrons jeudi, effectivement, à la salle Gaveau de Paris, à l'initiative du MEDEF. Des patrons inquiets, sceptiques aussi sur le programme économique des uns et des autres, et surtout sur l'éventualité d'une majorité de la liste de gauche. On est le deuxième pays au monde qui se taxer. Deuxième pays au monde. Faire plus, c'est juste aberrant. Il y a du mal à comprendre que les gens se laissent duper, se laissent berner par ces discours ultra démagogues, alors que, encore une fois, ça n'a jamais marché et qu'il y a beaucoup de raisons que ça marche demain. Et on pourrait partir. Bah écoutez, oui, presque avec Google et Amazon et tous les autres arrivent bien à travailler en France, donc on est sans fiscalisé en Écosse ou au Luxembourg, évidemment, on pourra ces questions-là. Et c'est tellement dommage. Voilà à peu près l'ambiance quand la liste du nouveau Front Populaire est arrivée. Ils étaient deux, le député socialiste Boris Vallaud, le député LFI Éric Coquerel, chacun venu... président de la commission des finances. Absolument, chacun est venu de son côté, mais avec un objectif commun, ne pas faire plaisir aux grands patrons. Les grands patrons, oui, je pense qu'ils peuvent les inquiéter. Voilà, tous ceux qui, quelque part, ont nourri une rente actionnariale pendant longtemps, oui. Maintenant, tous les patrons de TPE, PME, la grande majorité en fait des patrons en France, je pense que notre programme va les avantager. Alors pour quel résultat? Eh bien quelques applaudissements assez froids, quelques huées aussi, une salle froide donc. La mesure qui choque le plus les patrons, c'est le SMIC à 1 600 €. Écoutez. Je supplie que lorsque je veux augmenter un salarié de 100 € au SMIC, ça me coûte 415 €. Et alors, demander à l'État de compenser, mais c'est une monstruosité, c'est creuser la dette. C'est nous qui payons la dette. C'est nous, les chefs d'entreprise, qui payons la dette, qui payons... Il n'y a pas d'autre financement possible, il n'y a que les chefs d'entreprise. Vous lui répondez quoi, Jean-Luc Mélenchon? Qu'il ne ferait pas un effort d'originalité, parce que ça fait quand même 3 générations qui répètent la même chose. C'est un peu dommage. Je pense qu'il y a quelque chose qui est au-delà de l'économie, qui est un peu choquant moralement. Rendre la vie meilleure pour les gens, ce serait une catastrophe. On nous dit ça va être la ruine. Mais la ruine, elle est déjà là. Il y a déjà 3 000 milliards. J'ai entendu l'Inde qui disait ça n'a jamais marché. Pardon, c'est votre truc qui ne marche pas. Et si vous avez aujourd'hui un prix Nobel d'économie qui dit que notre programme est intéressant et bon, elle le soutient. Si vous avez Anne-Laure Delatte qui a écrit ce bouquin sur la manière avec laquelle le patronat a été gorgé d'argent public et qui dit tout ça est de la folie, donc l'échec, il a déjà eu lieu. Donc je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu immoral dans leur manière d'être. Et puis je prends un exemple, parce qu'ils ont évoqué les grandes sociétés, n'est-ce pas? Alors les multinationales, Amazon, ça. Bon. Voilà des gens qui font des affaires en France. C'est normal, on est bien content de les avoir. Mais quand il s'agit de passer à la caisse, c'est-à-dire de contribuer par l'impôt à la vie de l'économie française, là, plus personne, il remonte le fric en Irlande. Oui. Quand on dit, on appelle ça impôt universel, on va calculer ce que vous avez pris, vous avez vendu en France, et là-dessus, on va vous prendre un impôt. Qu'est-ce qu'il y a de choquant, de dramatique, de catastrophique? On va essayer d'avancer, parce que l'autre point important, c'est le chiffrage du programme. Ouais, il faut aussi dire que le Front Populaire a tardé à dévoiler la manière. Le nouveau Front Populaire a tardé à dévoiler la manière dont ils allaient financer les mesures. Non mais attendez, vous êtes sérieux? On a tardé, on a mis 10 jours à se mettre d'accord à 4 parties sur un programme. Le gouvernement Macron, mais c'est vous qui tardez. Laissez-moi finir. Le gouvernement Macron, lui, a évoqué près de 300 milliards d'euros. Cette semaine, la députée socialiste, ancienne rapporteure du budget à l'Assemblée, Valérie Rabault, a chiffré, elle, à 106 milliards d'euros pour 2 ans et demi. La France Insoumise s'est inscrite en faux. Vous parlez de 200 milliards d'euros en 5 ans, 230 milliards aussi d'euros de recettes de l'État. Expliquez-nous juste en un mot, parce qu'il faut qu'on avance. En un mot seulement. Ce cafouillage. Voilà, non mais il n'y a pas de cafouillage. Vous citez un chiffre qui vient de M. Macron, qui raconte n'importe quoi. Je parlais de Valérie Rabault. Attendez, vous avez commencé par Macron. Vous permettez que je commence par mes adversaires avant de passer à mes amis. Mes amis, elle, l'ancienne rapporteure, elle n'est plus à la commission des finances. Bien, mais elle donne un chiffre qui porte sur 2 ans.
depuis le départ, alors le chiffre sur lequel nous nous sommes accordés la nuit de vendredi à 3h30 du matin, n'est-ce pas, c'est 150 milliards sur 2 ans. Il y a un chiffrage qui est sur 2 ans. Moi, je dis depuis le début, si vous voulez, vous êtes fort, vous prévoyez comme ça. Bon, très bien. Mais si nous annonçons que nous calculons sur 2 ans, quand on va élire des députés pour 5 ans, ça veut dire qu'on pense qu'au bout de 2 ans, il y a une présidentielle, on va la perdre. Et maintenant, on a le chiffre sur 5 ans. Eh bien, moi, non, le chiffre, ils se sont tous mis d'accord cette nuit pour dire, finalement, c'est 150, la nuit de vendredi, finalement, c'est 150 milliards de dépenses, c'est 150 milliards de recettes, et il y a une phrase qui dit, et puis ça va continuer après, les dépenses vont augmenter, et les recettes aussi. Voilà. Sur la réforme des retraites, tout le monde ne dit pas la même chose. C'est-à-dire que c'est écrit sur le papier du programme objectif du droit à la retraite à 60 ans. Clémence Guettet a dit ce sera dans les 5 ans à venir. Olivier Faure a dit attention, ça dépendra de l'état des dépenses publiques. Et Yannick Jadot dit on a des visions différentes. Ça entretient le flou quand même. Non, parce que je ne sais pas à quel propos Yannick Jadot a dit ça, mais sur les retraites, nous avons signé à la fin du conflit des retraites un texte, tous les partis du nouveau Front populaire, dans lequel on dit l'objectif reste la retraite à 60 ans. Donc on est d'accord là-dessus. Le problème, c'est comment on va s'y prendre pour le faire. Oui. Et ce n'est pas que le problème de la retraite, c'est toutes les dépenses. Si vous y allez en appuyant sur l'accélérateur d'un coup, il faut appuyer sur l'accélérateur, mais si vous allez trop loin, vous faites tout sauter. Donc, comment va-t-on faire ? Première étape, on arrive, c'est un décret. On annule tous les décrets sur la retraite à 64 ans. Donc je dis aux gens qui m'écoutent, si nous sommes élus, le 9, que vous avez 62 ans, le 9 juillet, vous partez. Bon, à la retraite, si vous avez 62 ans. Ensuite, il faut revenir à 60 ans. Il faut donc le faire par tranche. Mais on a toujours été d'accord avec ça, tous. Et nous, on avait chiffré de combien il fallait augmenter les cotisations sociales par an pour y arriver, pour que ça le finance. Et puis après, il y a d'autres recettes. Donc, il n'y a pas de contradiction entre nous. Alors là où c'est juste, quand on dit ça dépend de l'état de l'économie, bien évidemment qu'il va falloir faire attention et doser. Tout l'art de gouverner, c'est un art de dosage. Donc ce ne sera pas tout de suite la retraite à 60 ans, ce sera peut-être au bout de... Eh bien, ah non, ça ans, c'est pas possible. Mais tous les ans, il y aura une progression. Hein. Jean-Luc Mélenchon, continue le reportage de Victor de Quiver. Qui a le plus convaincu les patrons alors ? À l'applaudimètre, il faut bien le reconnaître, et sans grand suspense, c'est Bruno Le Maire pour la majorité présidentielle, sans conteste. Quelle surprise. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est l'accueil réservé au Rassemblement national, qui a été plus que poli. C'est l'autre image forte de la semaine, la présence d'Éric Ciotti à côté de Jordan Bardella pour la première fois depuis leur alliance. Ces derniers jours, pourtant, le Rassemblement national a surpris en donnant l'impression de remettre à plus tard les réformes les plus coûteuses, quitte à se renier jeudi sur la réforme des retraites ou sur le pouvoir d'achat. Rien ne sera possible si nous ne réduisons pas drastiquement nos dépenses publiques. Choc de pouvoir d'achat sera possible si préalablement nous avons réduit nos dépenses, réformer l'État enfin, réformer notre millefeuille territorial et donner de la marge pour donner de la marge à ceux qui produisent. Mais chez certains patrons, ce changement de pied n'est pas vu comme une faiblesse, bien au contraire. Je pense que le RN était plus convaincant clairement que les autres. On dit partout dans la presse, oui, ils sont nuls, ils reviennent sur leur programme. Mais tant mieux. Quel parti politique est sérieux s'il ne tient pas compte de la conjoncture et de l'état des finances pour adapter son programme ? À l'exception peut-être, et c'est sûrement de l'Union des petites entreprises, avec qui je discutais, le président, qui se demandait comment ce serait possible une économie sans immigration. C'est une autre question. Mais Jean-Luc Mélenchon, vous, j'en ai une bonne. Comment vous comprenez cet effet Bardella sur les patrons ? Il a capitulé. Donc il reprend le programme qui est celui de monsieur. Monsieur Bardella, qu'est-ce que c'est ? C'est du Macron enrobé de racisme. Donc si vous aimez le racisme, ça passe bien dans la bouche. Ça passe. Si vous êtes uniquement préoccupé par votre portefeuille et que vous êtes le patron d'une très grande entreprise, un gars qui renonce à peu près à tout ce qu'il voulait faire et qui dit oui à la politique de Macron, ça lui convient. Mais moi, je veux poser une question à ces gens. Ça ne marche pas, votre truc. Vous avez fait 3 000 milliards de dettes comme ça. Et vous venez d'entendre M. Ciotti qui a dit il faut réduire drastiquement les dépenses. Je vais vous expliquer ce qu'ils font. C'est pas difficile. À chaque budget, ils disent il y a de la dette, c'est horrible, c'est eux qui ont fait la dette. Et donc, on va couper dans les dépenses publiques. Et comme il y a un trou, parce qu'ils font des cadeaux et qu'ils donnent de l'argent public au patronat et qu'on réduit les recettes, eh bien, mécaniquement, il y a à nouveau un trou. Donc, leur politique crée du déficit et du chômage. Jean-Luc Mélenchon, on se demande où en est l'union de la gauche. C'est le Si je ne m'abuse de Natacha Polony. Ah. L'unité à gauche, est-ce une réalité ?
il faut avouer quand même que la gauche a infligé un camouflet à Emmanuel Macron, puisque le but du président de la République, c'était de prendre ses adversaires de vitesse et de les regarder s'entretuer. La gauche s'est unie sur des candidats et sur un programme. Fin de l'histoire. Alors, pas tout à fait. Premier rebondissement, le débat autour de la candidature d'Adrien Quatennens. Dès le 9 juin, les porte-flingues du Rassemblement national, notamment, ont commencé à attaquer. Trop heureux de mettre, par exemple, une Sandrine Rousseau en porte-à-faux. Il a purgé sa peine, peu importe. Alors, ça aurait pu passer, mais dans le même temps, on apprend qu'alors que la règle implicite du nouveau Front populaire, c'était qu'on investissait les sortants, il y en a 5 à LFI qui sont dévincés. Alors curieusement, ceux qui se sont montrés critiques ces derniers mois sur la ligne du mouvement. Mais ça, c'est le hasard. Hein. Non, François Ruffin, qui était resté... Je termine. François Ruffin, qui était resté en retrait sur les querelles internes, a explosé. Mais lui, il est bien investi par LFI ou pas? Je termine ma phrase. Il est investi par LFI. Lui qui avait l'investiture... Vous voyez, c'était la phrase suivante. D'accord. Lui qui avait l'investiture, il a tweeté... Je ne vous ai demandé aucune investiture, aucune autorisation. Je ne suis pas passé sous les fourches codines de votre bêtise, votre sectarisme. Vous préférez un homme qui frappe sa femme, auteur de violences conjugales, à des camarades qui ont l'impudence d'avoir un désaccord avec le grand chef. Notre démocratie mérite mieux que vous. Ambiance. Finalement, victime collatérale, Adrien Quatennens a jeté l'éponge. Écoutez-le. Je sais que cette décision va décevoir beaucoup de monde, mais il me semble qu'elle va en soulager encore davantage. Et lundi soir, le nouveau Front populaire a organisé un grand meeting unitaire à Montreuil. Qu'est-ce qui vous a marqué, Natacha? Alors, évidemment, meeting unitaire, tout le monde s'aime, c'en est presque touchant. On fera semblant de ne pas voir qu'à ce meeting, la nouvelle eurodéputée Rima Hassan a lourdement insisté sur la prépondérance de la lutte antiraciste et décoloniale pour saluer spécifiquement les 5 candidats présentés par les Insoumis à la place des députés sortants considérés comme frondeurs. Et même parmi eux, Ali Diouara, qui a traité Raphaël Glucksmann de candidat sioniste et qui interpelle régulièrement sur ses réseaux sociaux les Blancs. On fera semblant. Alors, on y reviendra juste après. Jean-Luc Mélenchon, attendez la suite. Est-ce que vous dites Raphaël Glucksmann est sioniste? J'en sais rien, mais je veux dire sioniste, c'est pas une injure. C'est une qualification politique. Si moi vous dites Mélenchon est d'extrême gauche, je vous réponds non, puisque le Conseil d'État lui-même a dit que... Jean-Luc Mélenchon, il est pour la reconnaissance de l'État palestinien. En quoi ça le rend sioniste? Mais attendez, le fait d'être sioniste ne rend pas forcément allié d'un criminel. On peut être sioniste et ne pas être d'accord avec la politique de M. Netanyahou. Vous comprenez bien que quand il dit que Glucksmann est sioniste, on se demande si c'est pas antisémite. Ah, on se demande, mais moi je vous réponds puisqu'on se le demande. Vous dites que ça ne l'est pas. Je pense qu'on peut être sioniste et ne pas être d'accord avec une politique d'extermination des Palestiniens. On ne va pas passer une heure là-dessus, mais en quoi le terme sionisme qualifie Raphaël Glucksmann plus qu'un autre? C'est ça que je ne comprends pas. Ah, d'accord. Et moi, par exemple, me traiter d'antisémite, en quoi ça me caractérise? Moi, je ne vous ai pas traité d'antisémite. D'accord, non, je sais bien, en revanche, mais c'est pour vous dire... venir défendre la qualification candidationniste pour Raphaël Glucksmann, qui arrêtez, Madame Polony, arrêtez vos embrouilles. Je sais à quoi vous voulez arriver. Curieux. Bon, non, je vous dis pourquoi il parle comme ça et j'essaye de dire qu'il y a des sionistes qui ne sont pas d'accord avec M. Netanyahou. Vous ne voulez pas l'entendre. Mais il y a aujourd'hui un maximum de gens qui sont dans cette position, qui disent « mais c'est pas parce qu'on est sioniste qu'on est d'accord avec le massacre ». En quoi il est sioniste? Je sais pas, moi, je connais à peine... Donc il ne l'est pas, alors. Si vous ne savez pas en quoi il est sioniste, Raphaël Glucksmann n'est pas sioniste. Non. Écoutez, M. Glucksmann a le droit d'être sioniste s'il souhaite l'être. Être sioniste n'est pas un crime. Le problème n'est pas ce qu'est Raphaël Glucksmann, le problème est pourquoi le qualifier de cette manière. Je ne sais pas. C'est ça le sujet. Mais demandez-le à l'intéressé, chère madame, pas à moi. Pourquoi? Alors moi je dois répondre. Mais non, attendez, madame Polony, allons. J'essaye de mettre à l'aise les gens. J'essaye de mettre à l'aise chacun dans cette entente. Vous passez votre temps à chercher comment vous pouvez nous traiter ou trouver des candidats antisémites. Et moi, je suis censé répondre pour 577 personnes dans le pays dont je ne sais pas ce qu'elles racontent. Par contre, quand vous avez un candidat négationniste du Front National, j'attends de voir la pluie des articles pour le caractériser. Ils ont dû... à chaque fois. Ah ouais. Peut-être vous, madame, mais oui, bien sûr. Mais vous êtes un cas. Parce que le reste des autres, ils s'en foutent. Tout ce qui compte, c'est de nous attaquer, de nous. Terminez votre truc, allez-y. Je vais terminer avec ma description
Ouais. du meeting Ouais. de Montreuil, dans lequel on fera semblant de ne pas avoir entendu Tahabouaf et quelques autres accueillant François Ruffin avec des drapeaux palestiniens au cri de Ruffin raciste. Là aussi, on appréciera. C'est Raphaël Glucksmann finalement qui résume la situation le lendemain à Marseille. Écoutez-le. C'était une décision difficile. C'est pas un mariage d'amour. C'est pas un effacement des divergences profondes. C'est une unité d'action électorale et de résistance électorale contre la perspective du pire, c'est-à-dire le triomphe de l'extrême droite. Alors clairement pas un mariage d'amour. À Montreuil, François Ruffin justement avait remarqué que ce scrutin ressemblait plus à une primaire de la gauche qu'à un combat frontal contre le Rassemblement national. Parce que tout le monde veut être de la fête. Et il y avait même, oui, François Hollande. Le président qui a trahi sa promesse de renégocier le traité budgétaire européen, qui a fait voter la loi travail. Alors de François Hollande à Rima Hassan, il faut avouer que ça donne le vertige. Le Front populaire de Léon Blum et de Jean Zay, le ministre de l'Éducation nationale qui avait interdit les signes religieux et politiques dans les classes, c'était pas exactement la même chose. Je vous laisse réagir. Rien, c'est l'attaque habituelle, mais je suis d'accord avec ce qu'a dit M. Glucksmann, je trouve qu'il l'a bien formulé. Il y a en effet des gens qui se sentent très mal à l'aise, mais si vous voulez, c'est pas le sujet, c'est du détail tout ça. Ce qui compte, c'est que le président de la République avait prévu un nouvel épisode, moi Macron contre le Rassemblement national, et que comme notre culture de gauche, devant le danger fasciste, a toujours été intacte, le lendemain nous sommes tombés d'accord. 24 heures pour faire un accord, 48 heures pour s'entendre sur les circonscriptions et 8-10 jours pour tomber d'accord. Non seulement sur le programme, mais sur les chiffres. Ce que aucune autre organisation n'a fait que nous, le nouveau Front populaire. Évidemment, il y a des gens différents dedans. Et encore heureux que c'est comme ça. Parce que la vie qui va présenter devant nous, elle va être brinque-ballante. Et il va falloir prendre d'un côté, prendre de l'autre pour savoir comment avancer ensemble. Donc, ces formules me vont parfaitement. Ce que nous avons fait, qui est historique, c'est un, nous avons déjoué le plan de M. Macron. Deux, nous avons fait pour la deuxième fois dans l'histoire la proposition centrale qu'est la mienne, les candidatures uniques au premier tour. Alors il y a des dissidents, il y a des gens pas contents, il y a ceci, il y a cela. Alors oui, on aurait préféré que tout le monde puisse être candidat de nouveau. Vous savez, moi je peux supporter ça pendant des années, c'est pas un problème. Mais au moment où il faut trancher, il faut prendre une décision. Et moi moi j'ai l'intention de gouverner ce pays. C'est pas le foutoir, c'est pas le bazar, c'est pas l'Assemblée générale permanente, veut dire quoi, ça ? Le pia-pia des gauchistes qui passent leur temps à s'engueuler entre eux. Jean-Luc Mélenchon. Nous avons besoin de gens qui soient d'accord sur la ligne. Quand vous dites qu'on suit. j'ai l'intention de gouverner le pays, justement, on s'interroge sur la suite. Votre nom a beaucoup été cité cette semaine. Écoutez. Je trouve que le comportement de Jean-Luc Mélenchon depuis lundi, sa décision de se mettre en retrait est une bonne nouvelle. La différence avec 2022, on sait déjà qui ne sera pas Premier ministre. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Si je les écoute, vous vous mettez en retrait, ça c'est ce que dit François Ruffin, et vous ne serez pas Premier ministre, c'est ce que dit Raphaël Glucksmann. Ils ont raison, il faut les écouter. Eh bien, attendez, je ne suis pas en retrait, la preuve, je suis là. Pourquoi il dit ça alors, François En Ruffin ? retrait, pas en retrait, je ne sais pas, demandez-lui. Quant à M. Glucksmann, il dit on sait qui ne sera pas. Ah, mais M. Glucksmann, il ne faut pas parler comme ça trop vite, on va discuter. Et on est tombé d'accord sur au moins un point. Il y a un point sur lequel on est d'accord. C'est le groupe parlementaire le plus important qui présente le candidat à la primature. D'accord ? Parce que M. Faure l'a dit et tout le monde est d'accord là-dessus. Bon. Donc, nous verrons dans ce cadre comment nous décidons. Et moi, ça peut être vous. Ça peut être vous. Bah, évidemment. Écoutez, il y a 2 ans, on a fait une campagne Mélenchon au Premier ministre. Je ne vais pas vous dire 2 ans après. Ah non, non, pas moi. Je ne suis pas au courant. Je fais pas l'imbécile. Je dis les choses comme elles sont. Donc il y aura pas de vote. Je ne m'élimine pas et je ne m'impose pas. Je pense que c'est une formule qui est assez respectueuse du collectif. Les partis vont discuter. Le groupe parlementaire proposera, et s'il est le plus important, dans les élections jusqu'à présent, toujours. Mais tous ceux qui ont eu à vivre de la cohabitation... Vos partenaires ne sont pas tous d'accord avec le fait que ce sera le groupe qui est le plus important qui décidera. Non. Il y en a certains qui plaident pour qu'il y ait un vote. Donc tout le monde n'est pas d'accord. Oui, alors et M. Roussel n'est pas d'accord. Pardon de vous dire que... bon, il n'est pas d'accord, on l'enregistre. Il est d'accord en général avec pas grand-chose, mais là, il faut qu'il fasse des efforts, comme tout le monde. Regardez, moi j'en fais, tout le monde peut en faire. Pardon, je peux poser la question, qu'est-ce que je leur ai fait ? Pardon, mais qu'est-ce que je leur ai fait ? Je suis le moins compétent ? Non. On peut se poser la question de savoir pourquoi il y a une telle hargne contre moi. Là, vous parlez à François Ruffin, et d'ailleurs, vous avez dit il est en rupture avec moi. Ça veut dire quoi, ça ? Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, j'ai essayé de reculer tant que je pouvais pour qu'il n'y ait pas de conflit. Le gars, il me saute dessus.
bon, je suis obligé de dire, il a pris la responsabilité d'une rupture. Mais je vous le redis, Pourquoi je ne dirai pas de mal de lui. Mais Ni comment vous maintenant, l'expliquez, ni demain, ni Jean-Luc jamais. Mélenchon, comment vous expliquez que vous en êtes arrivé là, avec Je lui? ne sais pas. C'est dans la vie, vous savez, ça peut vous arriver avec votre compagnon, avec votre compagne. Ça arrive avec des gens qu'on aime beaucoup. C'est comme On une se rupture fâche. amoureuse. Ça doit être de cet ordre-là, parce que pour ma part... Alors après, lui, il a une divergence avec moi, tout le monde le sait. Et cette divergence, elle a été réglée par l'élection européenne. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux pas trop y revenir pour certains. Quelle est cette divergence? C'est que certains sont sur la ligne qui est la bataille pour la conquête des quartiers populaires, c'est pas prioritaire, il faut d'abord aller chercher, je sais pas quoi, machin, un truc. Et c'est la ligne social-démocrate. Je n'insulte personne en disant ça, puisque lui-même a dit qu'il était à la une de l'Observateur, je suis social-démocrate. Moi, je tiens une autre ligne, qui est la ligne, non pas d'accompagner le système, mais de rompre avec sa logique. Je vous l'ai expliqué il y a un instant. Et donc, on a un désaccord politique. Il est encore à la France Insoumise Attends, ou pas on n'est pas obligé Attendez, de... Jean-Luc Mélenchon, là, ce que vous nous dites, on a l'impression qu'il n'est plus à la France Insoumise. Je ne sais pas, vous lui poserez la question. Moi, je n'exclus personne. Mais selon vous, en quoi Attendez, les je peux élections terminer. européennes Voilà. ont-elles tranché Merci, Madame ce dont Polony. vous parlez et qui n'a rien à voir avec la politique social-démocrate? C'est-à-dire le conflit Oui. idéologique qu'il y a entre Oui. François Ruffin et vous sur la stratégie pour faire baisser le Rassemblement national. Voilà. Merci, en quoi Madame ça a Polony. été tranché? Merci, Madame Polony. Quand on regarde la géographie du vote, on s'aperçoit que vous ne faites des scores que dans les quartiers populaires et les centres-villes et que vous êtes absolument laminé ailleurs. Non. Donc, en quoi votre stratégie Alors, attendez. a-t-elle été validée par l'élection européenne? Je vais vous répondre maintenant que vous avez bien pris le temps de détailler pourquoi, de dire des choses qui sont inexactes. Nous ne sommes pas balayés des zones rurales, ce n'est pas vrai. Nous existons dans les zones rurales à des niveaux plus ou moins importants, parfois très importants. Le baratin sur les zones rurales sont devenues toutes d'extrême droite, c'est du baratin. Parce que je vous rappelle que... Non, mais il y a un député en Creuse, une seule, elle est LFI. Et elle a été candidate comme ça. Alors donc, il faudra être un peu de rigueur. Mais qu'est-ce que l'élection européenne a montré? Vous n'avez même pas fait le calcul, allons les petits, il faut travailler un peu. Le bloc vert plus socialiste, c'est-à-dire, on va dire, le bloc, vous l'appelez comme vous voulez, mais disons social-démocrate ou social social-libéral, ce que vous voulez. Ce bloc-là, d'une élection européenne à l'autre, il perd 440 000 voix. Nous, les Insoumis, d'une élection à l'autre, nous gagnons 1 million de voix. Comment vous réagissez au sondage qui est sorti ce vendredi et à propos de vous dans le Figaro? Vous avez dû le voir, un sondage Odoxa qui dit que 72% des Français ont une mauvaise image de vous et 79% pensent que vous pouvez être un handicap pour votre camp. Non mais ça alors, ça me laisse 28% de gens qui ont une bonne image de moi, c'est pas mal je trouve. Non mais ce serait un miracle qu'on ait une bonne image de moi. C'est du matin au soir, je suis traîné dans la boue de tous les côtés. Et avec une perversité particulière, on va chercher les gens qu'on peut trouver. Il y en a 5, on connaît leur adresse et leur numéro de téléphone. C'est eux qui sans arrêt renseignent. Donc, et on va les voir et alors on dit, vous voyez, monsieur Mélenchon, même à gauche, les gens sont contre vous. Alors, c'est un miracle qu'il n'y ait que 72% qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec vous voyez ça, c'est quoi? Vous vous dites quoi? Est-ce que vous vous dites, mais peut-être que je suis un boulet pour mon camp? Est-ce que vous avez alors, cette le boulet, introspection c'est ou pas pas nouveau. La première fois qu'il y a eu un sondage sur Mélenchon-Boulet, c'était en 2011 pour le journal Le Parisien. Donc, depuis toujours, ça a été comme ça. Léon Blum, il le traitait de juif et il l'insultait à côté de ça, il le battait dans la rue. Moi, on me traite d'antisémite et 2 personnes, au moins, déjà, ont essayé de me tuer. Ils ont d'ailleurs été condamnés pour ça, l'un à 9 ans, l'autre à 18 ans. Léon Blum était en effet battu. Oui, dans la rue. Oui, dans la rue. Vous attendez qu'on me frappe, Madame Polony? Certainement pas. Et je pense que, heureusement, Madame Polony, ça a été fait. Madame Polony, ça a été fait. D'accord? Donc, baissez d'un ton, s'il vous plaît. Parce que moi, je ne fais pas comme vos collègues. Dès qu'on les critique, ils disent j'ai une cible dans le dos. Moi, je ne dis rien. Parce que je ne veux pas que je devienne un C'est une expression que vous employez très, très souvent. Quoi? J'ai une cible dans le dos. Ah bon? Je pense que là, vous avez un comportement qui est irresponsable. Madame, il s'agit de ma vie. Mais Madame, il s'agit de ma vie. Je vous faisais juste remarquer que la juste comparaison avec Léon Blum, quand on connaît l'histoire de Léon Blum, oui, est peut-être un tout petit peu excessive. Je me permettais juste cette remarque. Excusez-moi si c'est un crime. C'est excessif. Léon Blum n'est pas un grand homme du mouvement socialiste? Justement parce que Léon Blum a été frappé dans sa chair, parce que c'est une époque où la violence était, hélas... Et Léon Blum a été un des grands hommes
du Oui, socialisme. en effet, Et comme la il a plupart été de un ceux des qui en grands parlent hommes. n'ont jamais lu Léon Blum, ne savent même pas ce qu'il a dit au Congrès de Tours, Léon Blum était pour la dictature du prolétariat. Oui, Léon Blum était pour que le parti commande, même à une minorité, ce qui n'est pas mon point de vue, car pour ma part, je ne suis pas partisan du parti d'avant-garde. Mais ce sont des sujets un peu compliqués. Vous parlez de Léon Blum, ça fait écho à cette autre phrase que vous avez eue et qui est très commentée. Vous disiez, vous avez eu cette phrase à propos de Manuel Bompard, Clémence Guettet et Mathilde Panot. Quand Léon Blum devient chef du gouvernement en 1936, il n'est pas au niveau de Manuel Bompard, ni de Mathilde Panot ou de Clémence Guettet. Il était critique d'art et dirigeant marxiste du PS. Vous comprenez que ça ait pu être mal perçu, qu'on se soit dit, bon là, il s'emballe un peu? Non mais... Dites-moi une phrase, vous en avez peut-être, parce que là, vous avez travaillé. Non, mais ça. celle-là, Non, vous mais l'avez une bien phrase dite. Sympa de moi. Vous l'avez bien dite, Non. Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça existe, pardon? Vous l'avez bien dit. Oui, madame. Pourquoi vous faites cette comparaison? Pourquoi vouloir comparer? Ah, bah parce que ça s'est trouvé dans la conversation et que, comme disait le roi Louis XI, ma langue m'a coûté cher. Vous regrettez Pardon? Vous regrettez cette phrase? Pas du tout. Parce que vous, les journalistes, vous êtes le tribunal permanent qui fait regretter les phrases. Pas du tout. C'est une blague. Je veux dire, c'est une blague parce que Léon Blum Manuel... a été député de 1919 jusqu'à... 1936, il présidait le groupe socialiste à l'Assemblée. Enfin, D'accord. Donc je me suis trompé, c'est ça que vous voulez me dire? Oui. Pourquoi vous cherchez à d'autres choses? Dites, Monsieur Mélenchon, vous êtes trompé, il était tout à fait au niveau. Moi je vous dis, parce que je connais l'histoire de ma famille politique, moi je viens du mouvement socialiste. Je vous le rappelle, j'y ai passé 32 ans. Si je les ai quittés, c'est qu'il fallait une bonne raison. Et cette bonne raison, c'est que je n'étais pas d'accord avec la ligne de l'accompagnement du capitalisme en espérant que ça donne quelque chose pour les travailleurs, parce que ça ne donne rien. Mais monsieur Léon Blum, c'est une blague. Je dis les camarades que j'ai, mais moi ils sont jeunes, donc j'ai besoin de fortifier leur image, d'aider. Je passe mon temps à ça, donc je dis ils sont à haut niveau et je blague en disant Léon Blum était critique d'art et dirigeant marxiste. Mais écoutez-moi, Léon Blum n'était pas préparé à gouverner. Manuel Bompard, Mathilde Panot, Clémence Guettet sont des gens qui sont capables d'être au niveau auquel se trouvait, et même, moi je pense, mieux que Léon. Parce que Léon et quelques autres de l'époque, ils avaient une vue extrêmement abstraite du pouvoir. Léon dit, oui, on va faire la dictature du prolétariat, elle n'a rien fait de tout ça. Ils ont inventé au dernier moment la différence entre l'exercice du pouvoir et la conquête du pouvoir. Enfin, tout ça, c'est des sujets que connaissent les spécialistes de la politique du mouvement socialiste. On ne va pas charger ce plateau avec ça. Mais j'y suis prêt. Hein. Si vous voulez, on fait une émission. Bah, j'aimerais bien, mais une autre fois. Il faut qu'on avance. D'accord, allez, cochon qui s'en déduit. Hein. Ah oui, bien sûr. Moi, avec grand plaisir. Avec vous, On prend rendez-vous. Emmanuel Macron a de nouveau pris la parole cette semaine. Il a été gommé des affiches de campagne, mais il est quand même redescendu dans l'arène. Il a déclaré notamment à propos de sa décision de dissoudre: la solution que j'ai prise, c'est la plus lourde, la plus grave, mais la plus responsable. Sans dissolution, cela aurait été la chienlit. Et puis, Eva. Il s'en est pris au programme du RN et à celui de la gauche. Je vous propose de l'écouter. Quelles sont les offres? Le Rassemblement national et ses associés, ils proposent des choses qui peut-être font plaisir aux gens. Mais enfin, c'est 100 milliards par an. Et puis de l'autre côté, à l'extrême gauche, c'est 4 fois pire en termes de coûts. Et puis il n'y a plus de laïcité. Ils reviennent sur les lois d'immigration qu'on a faites, qui permettent quand même de réguler et qu'on doit maintenant mettre en œuvre. Et puis il y a des choses complètement ubuesques, comme par exemple aller changer de sexe en mairie. Bon. Sur ces deux propos, à la fois le terme immigrationniste et cette histoire de changement de sexe, qu'est-ce que vous lui répondez? Qu'on comprend, c'est qu'il fait campagne pour avoir un Premier ministre ou une Première ministre issue du Rassemblement national. C'est ça qu'il fait, puisqu'il passe son temps à dire du mal de nous, comme tous ceux qui nous traitent d'antisémites. C'est pour dire quoi? Où ils disent les extrêmes, ça veut dire au deuxième tour, vous avez les extrêmes, donc vous votez pas. Si vous votez pas, c'est que vous votez Rassemblement national. Tout le monde comprend ça. Bon, parce que les gens qui votent Rassemblement national, le plus souvent, le font pour des raisons racistes qui leur appartiennent, et eux, ils vont continuer à voter. Mais les autres diront, ah non, c'est un LFI, celui-là, ou c'est une LFI, donc on vote pas pour. Vous avez l'impression qu'il fait campagne plus contre vous que contre le RN? Bien sûr, c'est évident. Selon plusieurs journaux, évidemment, la sortie était préparée. Il s'en prend notamment à une mesure de votre programme, le fait de pouvoir changer de sexe en mairie. Qu'est-ce que vous lui répondez à ces déclarations? Le président de la République a dit quelque chose qui est inadmissible. On sait bien qu'on ne va pas changer de sexe, qui est une constitution biologique, en allant à la mairie et en changeant son genre, d'accord, son identité de genre. Donc il fait une plaisanterie à la limite graveleuse. Le changement de genre est d'abord une souffrance pour la personne qui n'est pas en harmonie avec. Ensuite, c'est pour les parents qui souvent ne savent plus quoi faire. C'est pour l'environnement et c'est surtout pour la personne. Et donc, le changement de genre est une liberté
parce que ça permet à une personne de se mettre en harmonie avec elle-même, à la société de le reconnaître. Et je pose la question, quel est l'inconvénient pour la société? Zéro. Et je ne vous cacherai pas qu'il y a 20 ans, je ne savais pas, moi, que ce problème existait. Je n'en avais jamais entendu parler. Les premières fois qu'on m'en a parlé, j'étais assez stupéfait. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appris, j'ai parlé, j'ai échangé. Et j'ai changé d'avis, je n'avais pas d'avis avant, je suis donc pour la liberté du genre, oui, je l'assume, et je suis pour que ce soit une opération d'état civil facile, oui, je l'assume. Jean-Luc Mélenchon, parlons de la lutte contre l'antisémitisme. C'est un drame qui a marqué cette semaine. C'est clair, ah oui. À Courbevoie, une adolescente de 12 ans accuse 3 adolescents âgés de 12 et 13 ans de l'avoir violée à plusieurs reprises et d'avoir proféré des menaces et des insultes antisémites. C'est le récit du journaliste de RTL, Maxime Lévy. C'était il y a tout juste une semaine, on est à Courbevoie, dans un square. Elle traîne avec des amis, elle finit par rentrer chez elle vers 17h. Et là, il y a 2 jeunes garçons, quasiment des enfants, qui lui barrent la route de 12 et 13 ans. Ils lui demandent de la suivre, ils lui se montrent très menaçants. Il se dirige ensuite vers un local désaffecté. Et c'est là qu'il lui commence à lui poser des questions sur la religion, sur Israël. Il se montre très insistant sur le fait qu'elle soit juive, sur le fait qu'elle aurait pu le cacher dans le passé. Aux policiers, elle raconte qu'elle a été traitée de sale juive de leur part. Et ensuite, on est sur des viols multiples, avec des coups, avec des insultes, avec des menaces de mort. On l'a fait même chanter. On lui demande 200 € à ramener à ces 3 garçons le lendemain. Il ne faut surtout pas qu'elle en parle à la police, sinon on la menace de mort. Il ne faut surtout pas qu'elle en parle à ses parents, sinon on la menace de mort. Il y en a un qui filmait, et il y en a un autre qui prenait des photos qui ont d'ailleurs été envoyées à un des amis de cette victime, ce qui a permis d'alerter la police au plus vite, d'avertir les parents au plus vite et de retrouver ces trois garçons le plus vite possible. Il décrit l'horreur. Ce qui marque, c'est le jeune âge de la victime, 12 ans, et le jeune âge aussi de ceux qu'elle accuse de l'avoir violée. Ils ont 12 et 13 ans. Comment on en est arrivé là? D'abord, j'ai beaucoup hésité à me dire, quand il y a quelque chose comme ça qui se passe, il y a toujours la crainte que la surmédiatisation accable davantage la victime, la famille. Et finalement, je pense que c'est bien qu'on en parle beaucoup, parce que c'est un défi pour nous tous. Tous, on s'imagine qu'on est parents, soit de la victime, je pense peut-être que vous avez des gosses, c'est mon cas, soit de la victime, soit des agresseurs. Parce que être le parent d'un criminel, c'est très dur. Or, ces jeunes gens, clairement, ont-ils conscience du fait qu'ils commettent un crime, que le viol est un crime? Clairement, c'est pas le cas. J'imagine, j'espère qu'à 12 ou 13 ans, on n'a pas envie d'être criminel. Donc tout ça est une abomination d'un bout à l'autre. Et c'est bien qu'on soit tous obligés d'y réfléchir. D'y réfléchir et de regarder l'éducation de nos garçons. Parce que dans le conditionnement masculin, qu'est-ce qui conduit à la culture du viol? C'est une question qu'on doit se poser. Et on doit donc parler avec nos garçons de ces questions-là. On ne doit pas les contourner. Le président a proposé qu'on en parle à l'école. De la lutte contre l'antisémitisme, puisque vraiment, c'est un viol à caractère antisémite. L'ex-petite amie dit qu'il était en colère parce qu'elle lui aurait caché sa judéité, et un autre dit l'avoir tapé parce qu'elle aurait une mauvaise parole sur la Palestine. Excusez-moi, j'ai beaucoup de mal avec la violence. Tout ça est abominable. Donc on en est d'accord, c'est pas la peine. Donc comment on lutte contre l'antisémitisme? Mais pardon? Comment on lutte contre l'antisémitisme? En le combattant déjà. Pas en le flattant, pas en mettant un signe égal avec n'importe quoi, pas en utilisant l'antisémitisme comme un moyen de faire de la politique contre des gens qui ne le sont pas. Ma vie entière proteste contre ça, pour ne parler que de cela, de ma vie politique. Je pourrais parler d'autres aspects, je ne le fais pas par respect pour les gens qui m'entourent. Donc je supplie qu'on arrête d'accuser des gens de choses dont ils ne sont pas coupables, pour qu'on puisse désigner ceux qui le sont vraiment. Quand vous avez un candidat au Rassemblement national qui est un négationniste, quand ils ont dû foutre dehors quelqu'un, pas plus tard qu'hier, parce qu'il avait dit que le gaz avait rendu justice aux victimes de la Shoah, vous voyez bien qu'il ne faut pas commettre d'erreur. Il faut frapper au bon endroit. Pourquoi vous dites ça? Parce que j'en ai... Parce que le garde des Sceaux... Mais justement, on va l'écouter. On va l'écouter. Vous allez passer toutes les saloperies contre moi. Non, mais c'est pour expliquer aux téléspectateurs pourquoi vous dites ça. C'est-à-dire que je peux citer ce qu'il dit. Si vous préférez que je cite, c'est peut-être plus simple de l'écouter. C'est indispensable. Parce qu'il y a eu plusieurs... Il y a des rassemblements, c'est important de le dire, il y a des rassemblements tous les soirs depuis ce drame contre l'antisémitisme. Encore un ce vendredi à Courbevoie. Et lors du rassemblement de mercredi, le garde des Sceaux s'est adressé à vous. L'antisémitisme n'est pas résiduel. S'en prendre à un juif, c'est s'en prendre à la République et à la France. Je veux vous dire ici, avec beaucoup de gravité, qu'après les mots, il y a les coups.
et qu'après les mots incendiaires, il y a des incendies. Après les mots, il y a des incendies. L'antisémitisme n'est pas résiduel. Il fait référence à une phrase que vous avez écrite il y a quelques jours sur votre blog. Contrairement à ce que dit la propagande de l'officialité, l'antisémitisme reste résiduel en France. Est-ce que vous regrettez d'avoir parlé d'antisémitisme résiduel ? Je sais qu'il faut sans cesse vous m'interpréter pour... Pourquoi vous ne montrez pas, les mots par exemple... sont Attendez, importants. vous permettez, je réponds. Vous reconnaissez que les mots sont importants. Vous Qu'est-ce l'avez que c'est écrite, cette Oui, phrase. oui, j'ai compris, oui. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas trop bête en moyenne. Comprenez-moi, madame. C'est une honte de faire ça. Parce qu'on va finir par penser et oublier d'autres citations qu'on ne ferait pas. Quand je vais à l'appel de mon propre mouvement et de tous les autres, à la manifestation contre le martyre de Madame Mireille Knoll, que nous sommes expulsés par la Ligue de défense juive, qui insulte grossièrement nos compagnes et nos camarades femmes qui étaient là, et que je m'en vais. On me tend le micro, on me dit « Alors, qu'est-ce que vous répondez ?» Et je réponds « Un juif, où qu'il soit, jusque dans le plus petit village de France, sait qu'il peut compter sur nous pour le défendre. On ne s'arrête pas à quelques énergumènes. Ceci est odieux. Pourquoi vous avez écrit ça alors? Pourquoi écrire que l'antisémitisme est résiduel en France? Bien, attendez, pour permettre, d'abord je réponds que ce que fait M. Dupond-Moretti est une honte. Parce que ça revient à dire LFI est antisémite. Donc, au deuxième tour, si vous avez un candidat LFI, votez contre le candidat LFI ou bien ne votez pas si vous ne voulez pas voter pour le Rassemblement national. Ceci, sous couleur de lutte contre l'antisémitisme, est de la propagande pour le Rassemblement national. Maintenant, écoutez-moi, j'ai dit dans une interview que vous ne citez pas, dans un excellent journal que vous pourriez citer, 20 minutes, c'est-à-dire il y a 3 jours. Hein, pas il y a 100 ans, il y a 3 jours, vous ne le citez pas. J'ai dit, je peux complètement rectifier l'adjectif. J'y suis disposé immédiatement. Vous préférez que je regrette. Dites-le, comme ça vous clarissez. Non, j'ai dit que je pouvais parfaitement changer. Je dis attention, si vous commencez à dire que la France est antisémite ou que l'antisémitisme en France est un phénomène de masse, vous devrez chercher qui est antisémite et pourquoi. Je vous dis, faites attention à ce que vous faites, parce que nous allons diviser. Est-ce que vous dites que l'antisémitisme n'est pas résiduel en France? Est-ce que vous le dites? Tout le monde m'a dit qu'il ne l'était pas, donc il ne l'est pas. L'islamophobie n'est pas résiduelle en France non plus. Il n'y a pas de racisme résiduel. Il y a une haine contre les juifs, c'est documenté, la haine est principalement dirigée contre les juifs. Il y a des chiffres, 60% des actes antireligieux sont dirigés contre les juifs en France. Les juifs en France, c'est 1% de la population. Il y a un antisémitisme qui explose, ça vous le reconnaissez, vous le constatez. Je reconnais tout ce que vous voulez, madame, dans ce domaine, car si j'y introduisais la moindre nuance ou le moindre commentaire, je me ferais qualifier d'antisémite. L'antisémitisme est une réalité en France. Je le sais d'autant mieux que je l'ai combattu toute ma vie. Et que je ne me suis jamais posé la question, pour ma part, de trier les gens d'après leur religion. C'est depuis quelque temps que je fais attention, car je m'aperçois que quand on fait une critique, suivant à qui elle s'adresse, elle est reçue comme antisémite ou pas. Je n'ai rien à voir avec le racisme, je n'ai rien à voir avec l'antisémitisme, et il y a d'innombrables preuves dans ma vie, dans mon existence, qui prouvent que tout ça n'a rien à voir avec moi. Alors, ça suffit maintenant. Ça suffit. Tout ça est un prétexte pour dire que la France insoumise est une organisation antisémite de manière à favoriser le vote Rassemblement national au deuxième tour. Parce que, pour l'instant, ce qui est en prévision, c'est que l'essentiel des deuxièmes tours se déroulera entre le Front National et LFI. Voilà, ou le nouveau Front Populaire, mais je fais confiance qu'on détectera. Jean-Luc Mélenchon, par conséquent, tout ça est une campagne pour le Rassemblement national, c'est-à-dire pour des antisémites. On entend ces propos, et ils sont là. On a entendu Serge Klarsfeld, le chasseur des nazis, historien de cette mémoire juive, qui a dit « Moi, en cas de duel, la France insoumise, RN, je vote RN parce que la France insoumise est un parti résolument anti-juif ». Quand vous entendez ça, est-ce que vous vous dites « Il faut que je fasse mon examen de conscience ». Et c'est vrai que d'autres personnes, après, vont sortir des propos que vous avez tenus. C'est-à-dire qu'ils vont faire la liste. Alors, il y a... Allez-y, surtout, non, ça mais quand vous avez je dit, savais par exemple... que ça tournerait au traquenard. Et c'est important. Non, c'est pas un traquenard. Je pense que c'est important de le mettre sur la table pour bien y répondre. On entendait, par exemple... c'est mon procès, quoi. Attendez, je viens avec un avocat, j'amène mon dossier. C'est juste dire clairement les choses. Non, c'est pas une interview, ça, c'est un procès. Quand vous avez dit que le président du CRIF était d'extrême droite, Valérie Rabault avait dit c'est indécent. Patrick Canard disait que c'était abject, il dénonçait une faute, par exemple. Donc, dans votre camp, cette phrase, plus celle sur l'antisémitisme résiduel, plus d'autres, je ne vais pas toutes les citer, est-ce que bout à bout, ça ne nourrit pas un soupçon d'antisémitisme? Mais madame, je ne suis pas responsable des soupçons, enfin c'est incroyable. Vous êtes responsable de vos phrases? Je suis responsable de mes phrases, je les assume, je les explique. Vous les assumez toutes? Attendez,
Arrêtez un peu, madame. Je vous ai répondu tout à l'heure sur résiduel. Je répondrai sur chaque phrase quand mon procès aura lieu, si vous voulez. D'ailleurs, je vous propose ça, tiens. On fait une grande émission, c'est mon procès. Et j'aurai le temps de me défendre, de connaître les pièces qui sont à charge, parce que là, c'est du procès vite fait. Quand M. Klarsfeld, que j'ai admiré, comme vous n'avez pas idée, pour la chasse aux nazis, pourquoi j'ai admiré les chasseurs de nazis? Parce que vous ne le savez pas, mais dans un grand quotidien, un jour, quelqu'un a fait une étude que j'ai gardée. 96% des gens qui ont travaillé dans les camps de déportation n'ont jamais été jugés. Et donc, moi, je voue une haine et un dégoût pour toujours à chacune de ces personnes. J'ai toujours plaidé la responsabilité individuelle dans les actes immoraux. Je l'ai toujours plaidé, et jusque dans des circonstances qui parfois m'ont coûté cher. Donc, M. Klarsfeld, que j'admirais, je ne l'admire plus. Je considère que c'est un naufrage de sa part. Il ne doit pas parler comme ça. Compte tenu de l'autorité morale qu'il a, il ne doit pas s'engager dans l'élection contre le nouveau Front populaire ou contre les Insoumis. Parce qu'il va faire des dégâts considérables. Si au deuxième tour, les gens se mettent à faire comme lui, c'est-à-dire dire chaque fois que j'aperçois le Front populaire, et à plus forte raison un Insoumis, je vote pour le Rassemblement national, vous aurez un gouvernement du Front national, du Rassemblement national. On est en train de parler de la France, de sa possibilité de tous vivre ensemble. Oui, c'est une vraie question. Mais attendez, Madame Polony, au deuxième tour, vous avez Front populaire ou RN, vous votez quoi? Je ne vous répondrai pas, parce que je n'ai pas à vous répondre, et que ce serait dans un sens ou dans l'autre quelque chose d'inqualifiable de vous répondre. En revanche, je me pose la question de savoir... Inqualifiable dans un cas comme dans l'autre. Non, non, ce que je veux dire par là, et ne déformez pas mes propos, je suis journaliste, je n'ai pas à vous dire pour qui je vote. En revanche, j'assume tout ce que j'ai toujours écrit. Et moi, je vous lis depuis des années. Ce qui vaudrait le... On sait qu'on n'est pas d'accord et sur quoi, mais vous admettez que ça ne vaut pas d'être mis au banc de l'humanité. Mais personne ne vous met au banc de l'humanité. Oh non, être traité d'antisémite, c'est une joie quotidienne. Écoutez, vous savez bien pourquoi. Pour moi, c'est plus spécialement blessant que pour d'autres. Non, Jean-Luc Mélenchon, la question, vous parlez de rassembler, Pourquoi vous dites ça? le peuple. Parce que j'ai envie de le dire. Et pourquoi? Comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pourquoi c'est plus difficile pour vous? Parce que je suis antiraciste et anti tous ces gens-là, anti tous ces racistes depuis toujours. Donc pour moi, c'est plus dur. Vous connaissez mon âge. J'ai passé ma vie à faire ça. Merci Jean-Luc Mélenchon. Merci madame. Vous restez avec nous, puisqu'on passe maintenant au vu-part de Mathieu Béliard. Rebonsoir Mathieu, plusieurs voix accusent les médias d'avoir fait monter le RN. En fait, il faut dire que dans cette séquence, le premier à avoir ciblé la télé, c'est le président de la République lui-même. Pourquoi les extrêmes montent partout? Pourquoi on a 50% aux extrêmes? D'abord parce que dès qu'il y a un fait divers, il est monté en épingle partout. Mais quand les gens sont tous les jours devant la télé ou les réseaux sociaux et voient que cette orange mécanique à tous les bords, ils se disent ça va m'arriver. Alors, il faut peut-être dire au président de la République qu'il regarde trop la télé. Regardez, ce sont des photos publiées par la présidence sur les réseaux sociaux. Il est quand même très souvent devant BFM TV, en réunion à l'Élysée. Alors, il faut bien reconnaître que les électeurs eux-mêmes se servent des infos à la télé comme argument de vote. La sécurité, tout ce qu'on voit, on peut même plus sortir. Vous voyez pas, vous prenez des coups de couteau, attendez... Ouais, ben on n'a jamais eu un Chivy, hein? Un Chivy, on n'a jamais eu. Pas un Chivy, non, mais quand regarder les informations, ça craint. Il n'y a qu'à regarder les informations, ça craint. Et le procès que fait le président aux médias, on l'a vite retrouvé dans la voix de certains ministres en interview. On a tous une responsabilité collective. Vous n'en avez pas une, vous, les journalistes? Vous vous mettez pas en cause? Les chaînes d'infos continues sont, je le crois, anxiogènes. Tandis que, dans le même temps, le discours RN ne varie pas, il n'y a pas de raison. On garde le cap et on promet toujours plus de fermeté. Je ferai du rétablissement de la sécurité, de l'autorité et de l'ordre sur chaque mètre carré du territoire la priorité de mon action et j'y consacrerai toute mon énergie. Mais concrètement, comment? Monsieur Bardella. Drôle de silence. Je ne sais pas si on doit le compter en temps de parole, ce silence. Non, on va vérifier après. Alors les médias sont dans le viseur. Il sera temps de dresser les bilans au mois de juillet selon les résultats. Mais déjà, après les européennes, on a vu apparaître ce genre de tableau dans Marianne. Pour qui votent les auditeurs de telle ou telle radio? Aux européennes, par exemple, les auditeurs de France Inter ont voté Glucksmann à 38%. Ceux d'énergie ont choisi le RN
à 46%. Même tableau pour les talk shows. La France Insoumise surreprésentée dans le quotidien arrive à 16% quand les téléspectateurs de Cyril Hanouna choisissent l'extrême droite à 50%. L'animateur de Touche pas à mon poste, appelé en renfort dès lundi dernier sur Europe 1, on y a vu 50 nuances de droite, de très à droite, voire de très 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 à droite. Moi, mon grand-père a été déporté, il était dans la CNSS, il a été déporté, il a été ensuite naturalisé en juste parce qu'il a sauvé énormément de personnes juives. Donc il faut que la gauche arrête de se servir de ce prétexte de guerre contre le Rassemblement national. Retour à notre question. Oui, les faits divers sont à la une en ce moment et la télé peut être anxiogène à tel point que Patrice Duhamel sur LCI va jusqu'à l'intégrer à la stratégie des partis. Chacun va attendre avec angoisse, peut-être avec espoir, des faits divers, je mets des guillemets sur tout ça, hein, des faits divers qui pourraient interférer dans la campagne, comme on l'a vu dans plusieurs campagnes législatives ou présidentielles. Natacha, est-ce qu'on peut dire que les médias et l'actu dans les médias ont une influence réelle sur le vote? Alors, il y a cette idée que les faits divers auraient une influence, et ça, on le ressasse, j'allais dire, depuis 2002. Mais j'ai tendance à penser que d'abord, ce serait disons, s'envoyer un peu trop de fleurs de notre part de croire que nous avons une telle influence sur les gens. Et moi, je crois en l'intelligence des gens, et je pense qu'ils ne sont pas complètement idiots et qu'ils ne sont pas abreuvés de ça. Ce qu'ils voient, c'est des reculs de services publics, des reculs de droits. Alors après, on peut déplorer la façon dont ils vont répondre à cela. Et c'est une question de politique, de débat politique. Mais je pense que, avant tout, il y a une colère de la part de beaucoup de citoyens contre les élites en général et qu'hélas pour nous, nous sommes considérés comme faisant partie des élites. Et que ça énerve les gens et qu'ils ont envie de nous voir énervés. On passe à l'hebdo de Passion. Salut Tanguy. Bonjour les amis. Bien, alors nous avons un invité politique, les législatives arrivent, mais le plus important, on n'en parle pas. Effectivement, qu'en est-il du bain dans la Seine d'Anne Hidalgo? Alors elle a été plus rapide quand il s'agissait de se tremper les miches dans les eaux de Tahiti pour y aller à Paris, alors que l'hôtel de ville est en bord de Seine. Alors ça devait se faire le 23 juin, puis le 30, mais il y a élection. Donc ça sera la semaine du 15 juillet. C'est Anne Hidalgo en personne qui l'a annoncé à l'AFP, ce qui prouve, un, qu'elle n'a pas grand-chose d'autre à foutre, deux, que ce bain est très important. C'est normal parce que la communauté scientifique est en haleine. Est-ce qu'Anne Hidalgo va se dissoudre à cause de la pollution du fleuve? Est-ce qu'il va lui pousser un troisième bras dans le dos? Mais c'est déjà le bain le plus célèbre de l'histoire, après celui de Julia Roberts dans Pretty Woman. Voilà, alors si Hidalgo... Ça c'était une douche. C'était une douche. C'était une douche. Faux pas incroyable de Victor, dont la culture générale malheureusement n'est pas au niveau. Alors si Anne Hidalgo fait la même tête dans la Seine, c'est que la qualité de l'eau s'est vraiment améliorée, d'accord? Et après celui, bien sûr, de Jean-Paul Marat, le révolutionnaire, assassiné dans sa baignoire par Charlotte Corday, une écolo radicale qui voulait qu'il prenne plutôt une douche, voilà, et qu'il fasse pipi dedans pour économiser l'eau. C'était la Marine Tondelier de l'époque. Bon, alors cette semaine a été celle... non, elle était très à droite. Hein. Oui, cette semaine a été celle des comebacks. Lionel Jospin a été interviewé sur France Inter, 30 ans que ça ne devait pas être arrivé. Il n'avait plus les codes, hein. Il est arrivé en t-shirt I love l'île de Ré. Il a fallu lui expliquer que c'était filmé. Bon, il était surpris que personne dans le studio ne dise « à vous, Cognac Jet ». Autre retour, celui de François Hollande, qui chez Nature à Découverte serait vendu en tant que bâton de pluie, hein, puisque dès qu'il apparaît, eh bien, on entend les gouttes. Alors, il était président, maintenant il veut devenir simple député. Je pense que dans 15 ans, il sera délégué de classe de 3e C. Vraiment, sa vie, c'est un ascenseur social sans câble. Alors, Hollande a parlé à des jeunes qui donc, eh bien, ne le connaissaient pas et l'ont pris pour un frotteur. Donc, il a été neutralisé par la BAC. Jean-Marc Ayrault aussi a fait son retour, parce que cette campagne, c'est un film de zombies. Donc, il a appelé à voter pour le nouveau Front Populaire, ce que tous les fans d'Ayrault vont faire. Donc, on parle quand même de 2 voix en plus, la sienne plus celle de sa femme. Même Christiane Taubira a donné son avis. Vraiment, si Hollande n'avait pas l'énergie d'un chewing-gum mâché, on pourrait penser qu'il prépare un putsch avec son équipe, la team bras cassés. Et enfin, une pensée pour les votants de l'une des 577 circonscriptions qui s'avère être un espace-temps parallèle, le no man's land du rationnel. François Asselineau va affronter Jacques Cheminade. Voilà, ils reviennent tous les 3-4 ans. Techniquement, ce sont des comètes. Et alors, c'est le journal Marianne qui a sorti l'info. Donc, association d'idées. Je me suis dit, mais au fait, que devient Natacha Polony, mon amie aux cheveux en fonte? Eh bien, figurez-vous qu'elle aussi a participé au comeback d'une star déchue, hein, puisqu'elle a débattu avec Benoît Hamon sur France Inter. Voilà, l'émission de la seconde chance. Hein, la semaine prochaine, elle sera face à Elisabeth Guigou. Et pour la dernière, ils ont calé Michel
Michel Noir et La Rousseau. Elle pourra aussi accueillir bientôt Emmanuel Macron, puisqu'il est plus seul qu'un manchot au moment où, dans un mariage, passe la chanson Tourner les serviettes. Ces jours-ci, vous en avez parlé, il était sur l'île de Sein. Et alors, je pense que son but est d'être détesté par 100% de la population. Voilà. Il n'avait encore rien dit sur les personnes en transition. Il prenait le risque de réunir. Mais son naturel a repris le dessus. Il a dit, oui, enfin, c'est n'importe quoi. On peut changer de sexe en mairie. Alors, en fait, non. Aucune mairie ne dispose d'un bloc chirurgical avec l'adjoint à la voirie qu'on a foutu là et qui vient avec des pinces. En fait, on peut juste changer de genre. Alors que c'est Macron lui-même qui disait qu'il fallait simplifier cette démarche. Donc je pense, psychologiquement, je pense qu'il se déteste. Voilà, il a passé 7 ans à se regarder faire. C'est une overdose. Il ne peut plus se blairer. Voilà. Et ça montre l'état déplorable de la prise en charge de la santé mentale dans ce pays. Tout ça. Merci. Bravo, ton invitation. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon d'avoir été notre invité spécial. Ça a beaucoup plu à Jean-Luc Mélenchon. Dans un instant. Moi je suis cool. Mais oui, c'était rude. Hein. Vous avez les larmes aux yeux tellement il vous a fait rire. Pour Lionel, moi je l'aime beaucoup et je l'admire. Dans un instant, dans C'est l'hebdo.